Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. François Hollande est devenu le deuxième socialiste à être élu président de la République sous la Ve République. Un pari qu'il avait envisagé, une réussite donc au final. Ces dernières semaines, le monde politique, le monde des médias pressentait cette victoire. Pour autant, au tout début de la campagne, peu auraient parié sur François Hollande. Pourquoi? Parce que l'homme est connu, premier secrétaire pendant un temps du Parti socialiste, mais il a avec lui la carrure d'un homme gentil, d'un homme drôle, d'un homme un peu mou. Alors pas de quoi effrayer l'adversaire, ni les cadors du Parti socialiste, ni les ténors de l'UMP. Sauf qu'au final, l'homme devient président de la République et à ce moment-là, la normalité devient une qualité suprême. Pour en discuter avec nous, Denis Jeanbart, bonjour, vous êtes écrivain et journaliste. Vous êtes aussi auteur d'un documentaire que l'on a vu le lendemain de la victoire de François Hollande sur France 3. La première question, puisque vous avez suivi beaucoup la campagne de François Hollande, cette réussite ne vous a pas étonné? Non, pas du tout. La vérité, c'est que je connais François Hollande depuis très longtemps et j'étais convaincu qu'il emporterait depuis 2 ou 3 ans. Et je l'avais d'ailleurs édité, j'ai dirigé les éditions du Seuil, j'avais édité le livre Droit d'inventaire qu'il avait publié après qu'il ait abandonné la direction du Parti socialiste. Et j'avais à ce moment-là compris sa détermination et sa volonté cette fois-ci d'aller jusqu'au bout, ce qui n'avait pas été possible en 2007, puisqu'il y avait eu cette année, alors qu'il dirigeait le Parti socialiste, terrible 2005, où il prend parti pour le oui au référendum européen, le oui ne l'emporte pas, le Parti socialiste est menacé de fracture, et lui, à ce moment-là, au fond, perd tout. Et il quitte délibérément la direction du Parti socialiste, mais il la quitte avec cette idée qu'il sera président de la République. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'il intègre la nécessité de la solitude pour devenir président. La solitude, c'est aussi le moment pour s'investir dans un projet, le moment pour réfléchir sur soi-même et pour forger sa détermination. Et c'est une affaire en réalité qui vient de très loin, d'après moi, ce succès. Alors justement, ce côté « je serai président de la République », on voit aujourd'hui tous les articles qui nous disent dès son enfance, il le savait. C'est une réalité ou alors c'est un peu le mythe que l'on construit en France? Vous savez, on dit qu'on est un président de la République, mais en fait qu'on élit un roi quelque part. Alors du mythe ou de la réalité, on se place où? Alors un mot sur la notion de monarque, parce que je pense que c'est un président d'un nouveau genre. C'est-à-dire que c'est un homme profondément normal, je reprends le mot que vous avez utilisé et qu'il avait utilisé lui-même pour se définir. Et en même temps, il y a un ego extraordinaire, parce qu'il faut avoir la conviction qu'on est le meilleur. Et je pense qu'il a acquis cette certitude qu'il était le meilleur, au fond, en 2008-2009. Et dès lors que vous avez cette certitude, vous pouvez aller jusqu'au bout. Je crois qu'il a construit sa vie uniquement pour se mettre au service du public, c'est-à-dire pour avoir une vie publique et politique. Très tôt, c'est venu très tôt. Et comme il a toujours eu une très grande confiance dans ses moyens, tout en étant un homme simple, normal, gentil, eh bien, il visait le sommet. Il espérait aller le plus haut possible. Alors, dans le film, d'ailleurs, on a un document de sa mère qui dit quand il était petit, il disait « je voudrais être président de la République » et ça nous faisait rire, on n'y croyait pas. Ben voilà, c'est réalisé, mais c'est vrai qu'il y a des enfants qui disent ça quand ils sont petits. Mais il a une conscience qui lui vient très tôt de la politique. En 65, par exemple, il a 11 ans, on a la campagne présidentielle, la première, il est devant la télévision, et ça il le raconte, et il est totalement sensibilisé à ce qu'il entend. Et il a toujours eu, au fond, c'est un monomaniaque de la politique. Alors, monomaniaque de la politique, en même temps, il va avoir un parcours qui va être un parcours discret. Il va avoir effectivement pas de ministère, il ne va pas avoir un côté feu de la rampe. Là encore, vous l'expliquez comment? C'est parce qu'il est trop amoureux de la politique pour aller chercher les flashs? Je crois que c'est d'abord un homme qui a la notion du temps. Pas à la manière de Mitterrand qui disait « il faut toujours donner du temps au temps ». Mais il sait être patient, il sait saisir les opportunités et il sait passer son tour. Il l'a montré d'ailleurs en 2007. Mais vous savez, on voit tout de suite son ambition. Quand en 81, il se lance dans la première bataille, dans sa première bataille électorale, il a 27 ans. Où va-t-il? Il va en Corrèze et il va affronter Jacques Chirac. Et comme il le dit, il vaut mieux passer par la porte du haut que par le soupirail. Et donc, il va s'installer immédiatement dans la cour des grands. Et immédiatement,
il choisit un adversaire qui est un adversaire national, qui est le représentant de l'opposition en 81 à François Mitterrand, et qui lui-même va devenir président de la République. Et puis il s'enracine là, à la manière de Chirac d'ailleurs, ou à la manière de Mitterrand dans la Nièvre. Et pendant 8 ans, il va travailler, labourer, subir des défaites, 2 défaites au cantonal et au municipal. Et en 88, il devient député. Mais il ne brûle jamais les étapes. Mitterrand choisit Ségolène Royal comme ministre, pas lui. Mitterrand lui explique, il comprend. Et aujourd'hui, il dit, il m'a peut-être épargné, finalement, je reste un homme neuf. Et donc, il a une très grande patience. Mais il ne faut pas se tromper, dès ce moment-là, dès les années 80, alors qu'il n'a pas 30 ans, il est déjà autonome. C'est un homme qui regarde les autres, mais il n'a pas de maître à penser et il n'a pas de modèle. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup référence à François Mitterrand. Je pense que François Mitterrand n'a pas été son modèle. Il l'a observé. Il a observé aussi la manière de travailler de Jacques Chirac. Il a observé Jacques Delors. Il a observé Lionel Jospin. Mais vous savez, en 84, il crée son propre courant, les transcourants, alors qu'on a déjà les éléphants, les grands courants du Parti socialiste. Pourquoi? Il le dit très bien, parce que quand on n'est pas d'accord avec le mouvement général, à ce moment-là, il faut faire un pas de côté. On fait un pas de côté pour mieux revenir. Et quand on fait un pas de côté, on se singularise. Et il se singularise à ce point, à ce moment-là, qu'il écrit dans Le Monde avec quelques amis un texte qui s'appelle « Pour être moderne, soyons démocrates ». Et au fond, c'est une vision social-démocrate moderne de la France. C'est d'abord un social-démocrate. Il n'a jamais changé de cette ligne. Il y a une personne qui n'a jamais oublié ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est sur une position tout à fait contraire, beaucoup plus à gauche. On l'a d'ailleurs quand vous dites effectivement il va créer son parti, etc. Ça reste un homme effectivement d'idées, ça reste un homme de conviction. Il fait même son petit groupe là pendant la campagne des 3%, c'est-à-dire quelque part, peu importe qu'on soit nombreux, l'important c'est d'être fin dans ce que l'on assigne comme argument. Oui, absolument. C'est un homme extrêmement cohérent. Il peut faire des pas de côté, mais il sait le but qu'il poursuit. C'est un homme cohérent dans ses convictions, c'est-à-dire que au fond, il n'a jamais changé de trajectoire. Il sait s'adapter au terrain, il sait prendre des chemins de traverse quand il le faut, mais il sait l'objectif qu'il poursuit. Alors forcément, quand on pense François Hollande, on pense Ségolène Royal. Il y a ce duo, ce couple pendant des années. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il lui a laissé la main? D'abord, c'est un couple d'une modernité extraordinaire. Ce couple pas marié, enfin, mais en même temps, c'est des cadres supérieurs, disons des bourgeois modernes. Mais au fond, ils se sont totalement respectés. Et ils ont construit une famille quand même, 4 enfants. Ils se sont relativement répartis les tâches. Les enfants, de ce qu'on sait et des témoignages qu'on peut avoir, sont des enfants très heureux, très épanouis. Et au fond, ils n'ont rien sacrifié à la fois de leur vie familiale intime, qu'on connaît peu parce qu'il y a une très grande pudeur chez François Hollande, et de leur vie politique. Mais à un moment donné, tout de même, il n'y a qu'un fauteuil pour 2 quand vous arrivez en haut. Et puis, c'est la vie aussi. Je pense qu'il y a aussi les sentiments qui s'éloignent, des rencontres. Et il est dans... Alors là, c'est un homme normal. Quand vous savez que plus d'un couple sur 2 mariés divorce, en l'occurrence, il n'était pas marié, mais il y a une séparation qui correspond au fond à l'état de notre société. Il est à bien des égards le reflet de notre société, François Hollande. En 2007, effectivement, il pense que ce n'est pas encore son tour. Vous dites, on l'a senti en 2008, en 2009. Au niveau du Parti socialiste, comment il s'est affirmé quand même? Parce qu'il y avait des éléphants, il y avait des cadors, il y avait un certain mépris, il y avait un certain... Oui. Je pense juste, même dans la campagne, il les a surpris quand il y a le discours du Bourget, qui est vraiment le discours où il s'affirme là. Oui, parce que c'est un homme qui a toujours été sous-estimé. Mais lui le sait. Il a toujours su ça. Et il ne s'est jamais senti dominé. Il y a un homme qui ne s'est pas quand même trompé sur son caractère, son tempérament et sur ce qu'il était, c'est Lionel Jospin. C'est Lionel Jospin quand même qui lui donne les clés du Parti socialiste en 1997, ou qui contribue à ce qu'il les ait. Et Lionel Jospin comprend le personnage. Cet égo, parce qu'il y a un égo, sans narcissisme. Or, la politique, c'est en général du narcissisme à tout va. Il n'y a pas de narcissisme chez François Hollande. Mais il y a un égo puissant qui le porte de l'avant. Et en même temps, c'est un homme, on souligne souvent son humour, mais c'est un humour qui le met à l'abri de beaucoup de choses. À la fois pour manipuler les autres, mais pour se protéger lui-même, parce que comme il le dit, il a de l'humour sur lui-même, et quand on a de la dérision sur soi ou de l'humour sur soi, on est protégé de tout.
Vous dites un ego sans narcissisme, il a été quelque part mal évalué, ne serait-ce que par les ténors du Parti socialiste. Est-ce que ça va l'aider, ça, en politique? Tout le monde l'attend en disant qu'est-ce qu'il va faire face à Merkel, qu'est-ce qu'il va faire face à Obama, justement. Vous savez, quand on arrive au sommet de l'État en France, c'est qu'on a fait un long parcours, qu'on a montré, et ça je peux, je crois, en porter témoignage, l'ayant suivi quand même d'assez près au cours de ces derniers mois et même au cours de ces 2 dernières années. Il faut avoir un caractère extraordinairement bien trempé. Il faut être vraiment en acier inoxydable. Et c'est pas parce que c'est un personnage gentil, un peu lisse parfois, même si l'humour montre qu'il y a des aspérités. C'est un homme très dur, très déterminé, rude au combat, patient, et qui a une pratique politique particulière, qui sera d'ailleurs le contraire de Nicolas Sarkozy, qui est une espèce de puncher qui avance toujours et qui, au fond, cale quand il a pris un coup, trouve le compromis avec brutalité, je dirais. François Hollande, je pense qu'on sera très surpris, et les partenaires européens aussi. C'est un homme patient, qui écoute énormément, qui ne monopolise pas la parole, mais qui, à la fin, trouve le compromis qui lui convient. Denis Jeanbart, merci beaucoup pour votre éclairage sur François Hollande, sa personnalité. D'autres informations tout de suite à suivre sur France 24.